moi. Et c'est ce que j'ai dit, faire la politique, ça va forcément sortir l'épée du fourreau et le brandir et le montrer à tout le monde. On peut faire la politique, comme lui me l'a dit autrement, c'est-à-dire qu'on peut faire la politique avec courtoisie, avec respect, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de considération. Et c'est ce dont les Ivoiriens ont besoin. Tous ceux qui ont chaque fois brandi les muscles, mais qui ont bandé les muscles, qui ont toujours dit qu'on va détruire, on va découdre, on va faire ceci, qu'est-ce que ça a donné comme résultat au final? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? À un moment donné, je pense que quand on a un minimum d'intelligence et de réflexion, on s'assoit et puis on pèse à froid la situation et puis on se dit, mais attends, cette manière de fonctionner, elle ne nous a jamais rien apporté. Pourquoi ne pas adopter une posture qui d'ailleurs est beaucoup plus appréciée par la majorité des Ivoiriens, parce que ce que les gens laissent souvent faire croire, cette partie de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, toujours prêts à en découdre, qui sont en train de lancer des invectives, mais ils ne représentent pas la majorité des Ivoiriens. Ils ne représentent pas la majorité des Ivoiriens là. Ils sont pour l'apaisement, ils sont pour la calmie, ils sont pour la tranquillité. Et ça, tant qu'un homme politique n'aurait pas compris, il ferait fausse route. Ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, dans la forme, dans le fond, pardon, du discours. Les propos forts, les mots, voilà. Oui, dans les propos. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui actuellement fait l'actualité au PDCI, c'est-à-dire la question judiciaire, puisque demain, il y a une rencontre avec le juge, il y a un procès. Mais c'est bon quand même de réagir sur son point. Il a demandé, le journaliste lui a posé la question, savoir est-ce que le parti, comment est-ce qu'il réagissait justement avec tout ce qui se passait. Il a dit que le parti était apaisé, nonobstant justement les soubresauts actuels. Oui, mais comme je le dis, il vient rejoindre ce que je suis en train de dire dès le départ. C'est-à-dire changer ce fusil d'épaule-là, sortir de la radicalité pour comprendre qu'il faut qu'on aille dans l'apaisement, parce que c'est à ce prix-là qu'on pourra faire avancer le parti. Maintenant, je vais revenir juste sur quelque chose qu'il a eu à dire, qui pour moi quand même est un peu important, sur les questions d'éligibilité, notamment sur la question électorale et tout ça. Moi, je pense que Tidiane Thiam a compris, moi je le dis, qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il était nécessaire en tout cas d'aller à la calmie. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question même de la posture. Dans les propos de Tidiane Thiam, il montre et il révèle qu'aujourd'hui, celui qui a la capacité, ça peut plaire aux gens, ça peut ne pas plaire aux gens, c'est une réalité, qui a la capacité aujourd'hui de baisser le front social, de calmer et puis de permettre que tous aillent dans l'ordre. C'est le chef de l'État. Donc ça ne sert à rien d'être vindicatif, ça ne sert à rien de lui lancer des pics, ça ne sert à rien de l'injurier ou bien de sortir, comme je le dis, l'épée du fourreau pour le lui brandir. Ça ne servira absolument à rien. Et je crois que Tidiane Thiam aujourd'hui le dit et il évoque et il montre la piste à plusieurs hommes politiques que ça ne sert à rien de vraiment brandir les muscles. Aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, et surtout avec la philosophie oufouettiste et d'Oufouette-Boigny, c'est vraiment d'aller à l'apaisement, dans le dialogue, la discussion, et puis on finira par trouver une solution. Et je pense que ça, en tout cas tous les partisans qui jusque-là pensaient qu'il fallait absolument être délétère, être vindicatif là, ont compris que ce n'est pas la voie. Herman, votre regard justement, quelle est votre postulat? Regardons le fond et la forme de l'interview que le président du PDCI a accordé hier soir à nos confrères de TV5. Non, dans la forme, je trouve que on a trouvé un Tidiane Thiam bien mis. Et il a répondu sans faux fuir aux questions. Il a même, Élysée a parlé du ton qui était un ton assez conciliateur. Moi, je reviens essentiellement sur le caractère assez responsable des propos qu'il a tenus. Effectivement, on pourrait ne pas s'attendre à ce qu'il appelle à la magnanimité du président de la République concernant les trois grands absents, enfin les grands absents de la liste électorale. Il a insisté sur cette inclusivité qui est nécessaire, mais qui finalement peut être trouvée dans une solution politique avec le président de la République. Mais moi, je pense qu'au-delà de cela, il se pose comme un rassembleur plus ou moins de cette opposition. Parce que, mine de rien, la plupart des candidats qui sont de l'opposition, enfin les gros bonnets, notamment Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, même s'il n'est pas présent, et Charles Blé Goudé, qui sont quand même de fortes têtes qui sont absentes sur la liste électorale. Si la question n'est pas résolue, le bon bénéfice, ça sera à Tidiane Thiam, si jamais lui, il est retenu pour cette campagne. Aujourd'hui, il comprend ça, qu'il faut aller en manifestant, en exprimant cette solidarité avec les autres acteurs de l'opposition. C'est très très important à ce niveau-là pour lui. Maintenant, sur le caractère, son ton est plus apaisé aujourd'hui, oui, mais Tidiane Thiam avait donné le ton avec ce ton apaisé justement. Quand il disait qu'il allait faire la politique autrement, il le disait avec des tons et autres. Certains estimaient qu'il était assez mou,
qui n'était pas assez coriace, parce que le marigot, comme on dit, politique ivoirien, c'était un grand marécage. Et finalement, il a reçu assez de coups tellement qu'il a dû en donner pour montrer qu'il avait aussi une certaine contenance. Aujourd'hui, il suppose que les questions que les gens développaient sur sa situation, peut-être ça en a calmé. Il revient pour montrer qu'il est rassembleur dans son parti politique et en même temps, il ouvre parce qu'en fait, c'est les Ivoiriens qu'il faut convaincre. Moi, je trouve que dans l'ensemble, son intervention était juste. Où souvent, je me perds un peu avec lui, c'est cette... il a tendance à vouloir parler lorsqu'il parle de lui-même, de son parcours et autres, je trouve quand même... En quoi c'est gênant pour un président de parti politique avec l'expérience qu'il a? Oui, avec l'expérience qu'il a, c'est mieux souvent de laisser les autres en parler. Quand soi-même on le fait, même quand bien même c'est vrai, ça fait un peu trop de je sais pas comment... Le narcissisme, en fait. Un peu le narcissisme. Et je crois que, comme il sait que les Ivoiriens n'ont pas forcément besoin de cela. Les gens lui connaissent, c'est vrai, ce parcours-là, qui les laisse eux-mêmes l'exprimer à ce niveau. Sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il a eu un ton assez... Il est revenu même sur les questions de l'humain qu'il voudrait mettre au centre, lui et ses camarades, au centre de leur projet. Il a parlé de l'espérance de vie qui était une question préoccupante pour lui. Et il a même sorti certains pans de son programme de société, de leur projet de société, qui serait en train de confectionner avec 400 cadres qu'il estime assez talentueux, assez pertinents dans son camp. Donc dans l'ensemble, il a pu en peu de temps donner des grandes lignes de son action gouvernementale. Merci beaucoup Herman pour votre point. Marius Comoé, votre regard justement, commentaire et analyse. Et aussi donc vous regardez le fond, la forme. Et j'aimerais avoir votre regard sur le postulat qu'il a vis-à-vis de cette aventure juridique avec la plainte de Mme Valérie Yapo qui est toujours pendante en justice. Le fait qu'il montre de la sérénité, il dit qu'il n'est pas du tout inquiet. Quels sont vos commentaires à ce sujet, Marius Comoé? Mais c'est un chef de parti. Et donc, face à une militante, fut-elle cadre du parti, il n'en demeure pas moins que le président du parti devrait ou se doit d'être stoïque face à toute épreuve. Cette situation, j'allais dire, cette action entreprise par Mme Valérie Yapo dans la perspective justement de retrouver elle-même ses droits au sein de son appareil politique qui n'est autre que le PDCI. Et voilà, est un dossier pour moi qui devrait être en principe clos dès lors que l'objet de sa plainte portait justement sur sa réintégration dans ses fonctions et au sein, non, même pas que dans ses fonctions, mais au sein de l'appareil politique qui est celui du PDCI-RDA. Et donc pour nous, comme l'a dit le président et certains cadres du parti, le fait même que le président Tidiane Thiam et certains cadres du PDCI, le fait même que le président Tidiane Thiam ait levé toutes les sanctions qui étaient opposables et opposées à des cadres du parti devrait donc ramener les uns et les autres à la table de discussion et donc reprendre leur place au sein du parti. Mais je laisse la main ou la latitude à Mme Valérie Yapo d'apprécier les initiatives prises par son président, le président de son parti, et de pouvoir naturellement, si elle le désire, continuer à rester en justice pour le surplus. Le surplus, c'est que la justice se penche sur je vais dire, l'élection de son président. Et bon, pour le reste, je pense qu'aujourd'hui, le PDCI, je l'ai toujours dit, le PDCI a besoin d'unité. Le PDCI a besoin de cohésion. Le PDCI a besoin de se resserrer les rangs pour aller à la conquête donc, de la dame Côte d'Ivoire. Si d'ordinaire ce parti envisage gouverner le pays. Il n'y a que par cette voie et exclusivement par cette voie que le PDCI pourra prétendre un jour prendre les destinées de ce pays entre les mains et gouverner le pays. Auquel cas, avec des problèmes internes, des problèmes de leadership, des problèmes de personnes, eh bien nous sommes
totalement sûr que le parti ne pourra pas atteindre cet objectif. Au-delà de cet aspect des choses, j'ai apprécié également un certain nombre de réactions du président relativement donc à la participation de tous les acteurs politiques au jeu. Au jeu politique, je veux dire à l'élection de 2025. Il en a appelé à la magnanimité. C'est ce que j'ai toujours fait ici. Appeler à la magnanimité du président de la République. J'en ai appelé au sens de responsabilité du président de la République. Et on le sait totalement responsable. Mais on en a appelé surtout au sens de pardon avéré du président de la République. Parce que lui-même a été bénéficiaire des mêmes faits. Il a bénéficié du pardon, il a bénéficié de la magnanimité du président Laurent Gbagbo en 2005. C'est un fait. On relate l'histoire. Et c'est à Pretoria, devant Thabo Mbeki, qui a véritablement pesé de son poids pour que le président Ouattara, dont la candidature avait été longuement et de tout temps refusée, soit sur la liste électorale. C'est ce qui lui a permis d'être président. Aujourd'hui, c'est M. Laurent Gbagbo qui a été condamné à tort. Et nous, on le dit à tort, parce que les éléments intellectuellement parlant, juridiquement parlant, ne pouvaient en tout cas amener la justice ivoirienne à condamner Laurent Gbagbo. Cela a été fait. L'auteur principal du braquage a été amnistié. Lui, tous les autres co-auteurs ont été amnistiés, sauf lui. De surcroît, l'État de Côte d'Ivoire savait où il se trouvait. L'État de Côte d'Ivoire, à travers sa justice, dit qu'elle ne savait pas où se trouvait Laurent Gbagbo. Donc tous ces éléments nous amènent à dire qu'il faut inscrire M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. J'étais sur ce plateau, j'ai été le premier Ivoirien à dire qu'il est éligible, qu'il fallait mettre son nom sur la liste électorale. Et donc, quand on vient aujourd'hui nous rappeler comme si on n'avait pas posé d'acte allant dans ce sens, c'est comme si nous sommes sur le plateau et ce qu'on dit n'est pas entendu. Cela dit, donc, je ne vais pas plus loin. Il faut que nous ayons à cette élection en paix et totalement soudés autour de la mère patrie qu'est la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Marius Komoé. Daouda Coulibaly, alors votre regard justement sur cette interview, et puis on va terminer avec vous sur le point CAP, parce que la question lui a été posée, est-ce qu'il prévoit au niveau de la CAP, est-ce là, la CAP, une candidature unique? Il l'a dit, c'était pas un mouvement politique, c'était pas, en tout cas, c'était pas à l'agenda. Voilà, c'est une organisation politique, c'était pas encore à l'agenda, ou en tout cas, c'était pas à l'agenda. Votre réaction là-dessus, mais allez-y sur votre point, Daouda. Ok, effectivement, avant de commencer à répondre à votre point, je vais revenir sur la forme comme dans le fond. J'ai écouté Tidiane Thiam hier, comme tout le monde. J'ai vu qu'en moins d'une semaine, le ton a véritablement changé. Le ton incisif a fait place à un ton plus conciliant. C'était bien. Mais le point que j'aimerais porter, il y a 3 petits points. Allez-y. Le premier point, c'est un point média. Quand j'ai écouté M. Tidiane Thiam hier, je me suis posé la question, à qui parle Tidiane Thiam? À qui il parle véritablement? Pourquoi? Je le dis parce que j'ai toujours eu cette phobie-là de ces hommes qui veulent nous diriger, mais qui chaque fois veulent nous diriger à travers d'autres médias. C'est-à-dire? Nous sommes dans des médias en Côte d'Ivoire ici. Mais tu veux parler aux Ivoiriens, tu veux diriger des Ivoiriens, mais en moins d'une semaine, pour ne pas dire moins de 10 jours, tu te retrouves sur 2 médias français. Je pense que M. Tidiane Thiam a été libéré de son allégeance à la nationalité française. Aujourd'hui, il est exclusivement ivoirien, il veut diriger des Ivoiriens. Je pense que M. Tidiane Thiam, par respect pour les Ivoiriens, lorsqu'il veut parler des problèmes des Ivoiriens, qu'il le fasse dans des médias ivoiriens. Est-ce qu'on sait s'il a été invité ou pas? Est-ce qu'on a ce point? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une question de est-ce qu'il a été invité ou pas invité ou pas. Combien de fois avons-nous lancé des invitations? Tout à fait. Quand ils vont à TV5 Monde, tout le monde sait comment ça se passe pour arriver à TV5, à France 24 et autres. C'est du lobbying pour y participer, parce que c'est le média du Quai d'Orsay. Donc ne nous voilons pas la face dessus, allons-y direct, allons-y franco sur le sujet. Et le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères français. Voilà. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, que ce soit avec Laurent Gbagbo, que ce soit avec Alassane Ouattara, et aujourd'hui c'est lui, je suis contre ça, et j'ai été toujours contre ça. S'ils veulent régler nos problèmes, qu'ils règlent nos problèmes directement avec nos médias. Nous avons une chaîne de service public qui existe. Il y a Live TV qui existe, il y a NCI qui existe, il y a Reflect TV qui existe, il y a 7 infos qui existent, qui nous parlent à travers ces médias-là. Ça, c'est très important. Il était important de le dire. Parce que quand Tidiane Thiam se promène de médias français en médias français, finalement, on a comme l'impression que finalement,
il partait pleurer dans la cour d'Emmanuel Macron pour que... Non, c'est ce que je pense. Et je dis mon ressenti sur la question. Bien sûr. Voilà. C'est pas de ça qu'il s'agit. Aller à la France, parler, parce que finalement, cette interview n'était pas adressée aux Ivoiriens, elle était adressée aux Français, elle était adressée aux Occidentaux. Elle n'est pas adressée aux Ivoiriens, je le dis clairement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point du CV de... Chaque fois, à chaque interview de Tidiane Thiam, cette propension a toujours dit « j'ai été le premier de ma classe, j'ai été le premier de ma génération, j'ai été le premier de ceci ». Christelle, en quoi c'est gênant? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe. C'est-à-dire? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe en Côte d'Ivoire, on est à la recherche d'un chef d'État, on est à la recherche d'un président de la République. Donc, tout à l'heure, Herman parlait de narcissisme. J'ai fait ça, je suis ci, j'ai fait ça, j'ai été le premier qui a fait ci, j'ai été le premier à faire ça. Franchement, le jeu est un pronom détestable, qu'il laisse les autres parler de lui. Parce qu'à la vérité, pourquoi est-ce que je dis cela? Quand tu estimes que tu as été premier en ceci, mais Salou Touré, le professeur Salou Touré, meilleur mathématicien, il a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il a construit l'université, comment on appelle ça, de Grand Bassam. Des cas prennent des enfants pour faire. Mais lui, Tidiane Thiam, premier de sa génération, premier en tout et n'importe quoi. Finalement, qu'a-t-il fait? Non, c'est qu'a-t-il fait réellement, sérieusement, pour les Ivoiriens avec son titre de premier? C'est pourquoi je dis, on n'est pas à la recherche d'un chef de classe, on est à la recherche d'un leader charismatique capable de porter les ambitions des Ivoiriens de façon claire. Et troisième point, c'est à ce niveau-là que j'arrive, l'heure est au bilan. Ce qu'on attend véritablement de M. Tidiane Thiam, c'est qu'a-t-il fait pour les Ivoiriens et que compte-t-il faire réellement pour les Ivoiriens? Parce que quand on a été ministre du plan, super ministre du plan de Henri Konan Bédié, le problème aujourd'hui, c'est de venir dire aux Ivoiriens, quand j'étais ministre du plan, j'étais au PDCI, j'ai fait ci. Le PDCI n'est pas un parti nouveau. Hein. Ce qui est dommage en Côte d'Ivoire, et les gens veulent l'occulter. Tous les partis politiques significatifs de la Côte d'Ivoire ont dirigé ce pays-là. Donc, il ne faut pas faire croire qu'il y a comme une forme de nouvelle personne qui n'est pas, comment on appelle ça, qui n'a pas été partie prenante de tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Si, il était partie prenante. Donc, je vais dire, aujourd'hui, il faut aller bilan contre bilan. Ou bien bilan contre projet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça mon point. Maintenant, le dernier point sur la CAP. Moi, je pense, de mon point de vue, que candidature unique ou pas candidature unique, lui-même, il a répondu. Je pense que Herman avait signé en son temps, même s'il est sorti de la CAP aujourd'hui, en son temps, c'est un mouvement non idéologique. Donc, forcément, leur point de mise, c'est de faire en sorte que les conditions d'une élection libre et transparente puissent se mettre ensemble. C'est bien ça? C'est très bien ça. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'idée, c'est d'aller choisir un candidat unique pour les élections. Je ne sais, voilà. Maintenant, si ça se fait, ce n'est pas mauvais aussi. Maintenant, mon point d'intervention. Alors, nous sommes en train de préparer une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il faudrait bien que les Ivoiriens puissent savoir à qui ils voudraient ou à qui pourrait diriger donc aux destinées de ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas justement ce point-là qui pousse le président du PDCRDA à parler de son pédigré, à dire ce qu'il a fait, à dire ce qu'il pourrait faire? Ou est-ce qu'on le voit toujours sur le pont du narcissisme? Parce qu'on prépare une élection. Excuse-moi, mais en Afrique du Sud, on a eu un président qui n'est pas allé longuement à l'école. Je pense que Lula aussi n'est pas aussi allé très loin à l'école. Donc, à la vérité, pour diriger un pays, on n'a pas besoin de savoir que tu as été premier de ta classe du CP1 jusqu'en terminale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et vous vous rappelez, Laurent Gbagbo avait dit à la convention du PPACI, il dit pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'un banquier pour faire ci ou ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a besoin d'un leader qui peut coordonner les actions. Le président du PPACI. Le président du PPACI qui disait ça. Donc, à la réalité, aujourd'hui, dans chaque prise de parole, non, je suis premier. Ici. Mais les gens brillants, excuse-moi, en Côte d'Ivoire, il y en a. Thierry Tano, c'est un homme brillant. Monsieur Jean-Louis Bion, c'est un homme brillant. Monsieur, comment ça, Salou Touré, c'est un homme brillant. Mamadou Koulibaly, qui était ancien président de la Société, c'est un homme brillant. Donc franchement... Plusieurs membres du gouvernement. Et plusieurs membres du gouvernement aujourd'hui sont des hommes brillants. Au PDCI. Abdraman. Oui, Abdraman Cissé. Mais dernièrement, il n'est plus du gouvernement, mais pas dans le centenaire Vous voulez dire Patrick Hachi aussi, non? Oui, bien sûr. Dans le centenaire de Polytechnique, ça foutait tourner en 12 mètres carrés. Parce qu'il a été major de sa promotion. Qu'à un moment donné, il faut que Tidiane Thiam arrête. On n'a pas besoin, je le dis encore, on n'a pas besoin d'un chef de classe, on a besoin d'un chef d'État, on a besoin d'un leader. Si c'est chef de classe, vraiment, on va trouver une école où il va aller chef de classe, mais pas... Non, on va pas faire cette je le dis clairement. Oui, très bien, vous comprenez. Franchement. Très bien, Daouda. Mais on ne va pas faire cette métaphore-là. Mais en même temps, Herman, vous avez un point sur
Une partie de l'intervention dont vous n'avez pas parlé, allez-y. Oui, en même temps, je pense que l'aspect où il parle de lui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient redondant, c'est narcissique, mais il n'est pas le premier à le faire. Dans ce pays, on sait qu'on est habitué à les hommes politiques qui, souvent, ont tendance à donner beaucoup sur leur CV, surtout lorsqu'ils ont des expériences au niveau international. Ça peut-être que, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leur CV, peut-être qu'on leur dit que c'est important que les gens le sachent. Mais je veux dire que c'est pas aussi grave. Aujourd'hui, on s'attendait à ce que Tidjane Thiam, quand il parle projet contre projet, Tidjane Thiam a évoqué les points essentiels, mettre l'humain au centre de leur projet. Il a parlé des 8 points qu'ils sont en train d'élaborer. Il y a 400, j'espère, je pense que on peut s'imaginer que c'est vrai que certains sont au pouvoir, sont en train de gérer le pouvoir, donc ils ont leur bilan pour eux, mais je crois bien qu'en face, en Côte d'Ivoire, ici, on a été habitué que tous les staffs de campagne sortent des projets de société, même les acteurs de l'opposition qui sont là. Je crois que nous-mêmes, petit mouvement écologiste, on a les projets de société. Et là-dessus, on compte peut-être faire paraffer une charte verte à tous les candidats. Oui, ça se peut. Souvent mon ami, mon grand frère, Moïse Komoué, ici, se permet de parler de son truc. Il veut dire que c'est de bonne guerre. Toujours est-il que, comme on le souhaite ici, c'est que les acteurs politiques, les différents candidats puissent aller avec un ton apaisé et finalement qu'on se concentre sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'il compte proposer aux Ivoiriens? Il a dit quelques mots, mais il faudrait que tous les acteurs politiques, même les lieutenants, puissent se mettre dans cette moule-là et pour qu'on puisse se fixer cela. La question que tu posais à Daouda, c'était la question sur la CAP. Sur la CAP, la coalition. La candidature unique. Ici, vous m'avez reçu lorsqu'on se rétractait. La CAP, ce n'est rien qu'une coalition non idéologique pour travailler à aller à un processus électoral transparent, équitable et juste pour tous les candidats et tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a quand même des questions qui se posent. On a parlé de cela ici. Mais après, les analyses qui sont faites aussi, ici et là par les différents les différents partis politiques et les experts dans ces partis politiques, notamment de l'opposition. Je m'en tiens au travail de CEF, de Maître Abiba Touré, de PPACI et au travail de Apollos Dante, qui est un actuel que tout le monde sait, qui est expert en traitement de données. Il y a quand même des questions qui sont préoccupantes. Et je pense que ces questions-là, on doit pouvoir les regarder pendant que le contentieux est en train de se dérouler, qu'on doit les regarder. Il ne faudrait pas que la CEI voie ces travaux qui ont été faits sur la liste électorale par ces différents acteurs politiques de l'opposition, les différents partis de l'opposition. Oui, mais j'en viens. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Là, je pense qu'on saute le point, mais on va... Voilà. Ah ben, mais terminer. Ouais, donc, je veux dire que voici les questions essentielles qui intéressent les Ivoiriens. Et il faudrait qu'on accompagne nos leaders politiques lorsqu'ils tiennent compte, ils donnent des tons apaisés. Il ne faudrait pas qu'on voie qu'est-ce qu'ils ont dit hier qui était mauvais, pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui qui changent et qu'on puisse aller sereinement en 2025, en octobre 2025. Alors, Daouda, permettez, écoutez, messieurs, avec la sortie de Thiam que vous jugez être apaisée, à quelques mois de cette élection, est-ce que vous pensez que cette sortie-là pourra favoriser une atmosphère assez paisible pour que les Ivoiriens aillent sans crainte et sans peur à octobre 2025? Sans redouter, j'aimerais avoir Élisée à votre Non, Christelle, il ne faut pas qu'on se voile la face. Une seule sortie ne peut pas elle seule résoudre. L'hirondelle ne fait pas le printemps. Donc voilà, c'est une seule sortie. Il est positionné comme un peu le leader. Voilà, non, mais une seule sortie, cette sortie elle seule ne peut pas suffire pour calmer les ardeurs, surtout les velléités qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans les discours de certaines personnes. Je ne pense pas qu'un seul discours puisse apaiser toutes ces velléités-là. Mais surtout, c'est d'encourager les acteurs politiques à aller dans ce sens. Quel que soit le camp dans lequel ils sont, d'aller dans le sens. Moi, j'ai dit, et je le répète sur ce plateau, j'ai l'habitude de dire, les politiciens doivent comprendre qu'ils n'ont pas plus de droits que les citoyens. Ils ont aussi des devoirs. Leur devoir, là, c'est de contribuer à l'apaisement et à la tranquillité du pays.
Ce n'est pas aux citoyens de se battre à longueur de journée pour que ce pays-là soit sur ses quatre pattes. Eux, hommes politiques, là, ils ont leur responsabilité. Et leur responsabilité, c'est de faire en sorte que le pays soit apaisé. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Et il faut qu'on leur répète chaque jour. Il faut que les citoyens leur répètent. Même leurs militants doivent leur dire ça. Quand ils commencent à tenir des discours qui sont de nature à créer des tensions, il faut que leurs militants là, leur disent « Mon frère, ça là, on a expérimenté ça, on sait ce que ça nous a donné. Si tu peux rien nous proposer d'autre, il faut nous laisser tranquilles. Voilà. Donc, à un moment donné, parce que, je dis et je le répète, les hommes politiques, les acteurs politiques, quel que soit ce qu'on peut penser d'eux, quelle que soit la compétence qu'ils peuvent avoir, ils sont des personnes qui vont passer. Mais ce pays-là va rester. Donc, c'est pas il faut qu'eux aussi contribuent quand même à la quiétude de ce pays. Donc, je crois que ces gens de discours-là doivent continuer, doivent se répéter dans tous les camps. On doit aller à l'apaisement, à la tranquillité. Mais quand on n'est pas d'accord avec une situation, mais il y a une manière de l'exposer. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu cette montée, cette propension des invectives sur la toile, cette propension, même des appels au meurtre et autres, tout ça qu'on voit sur la toile et autres, tout ça. Mais remarquez à quel moment on a commencé à monter cette tension-là. On a constaté cette montée-là dès l'instant que les politiciens ont commencé à adoucir le ton. Dès l'instant qu'ils ont commencé à tenir des propos exécrables. Je dis bien exécrables, je pèse mes mots. Très bien, ils ont commencé à tenir des propos exécrables. On a vu ce que ça a produit dans l'opinion. Les uns et les autres ont commencé maintenant à donner des mots, des menaces de mort, des appels au meurtre et autres, tout ça. Donc il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc ils n'ont pas plus de droits que les citoyens. Ils ont même plus de devoirs que les citoyens. C'est de faire en sorte que notre pays soit un pays apaisé. Très bien, alors on va donc terminer, messieurs, avec votre permission sur ce sujet, en espérant demain, on regardera aussi ce qui va se passer avec le procès donc, qui tient toujours avec Mme Valérie Yapo. On verra un peu les conclusions de ce que les juges vont dire. Messieurs, allons, parlons sport. Oui. Alors, il y a quelques mois, à un mois, jour pour jour, du coup d'envoi prévu pour la compétition, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a annoncé qu'elle renonçait à organiser la prochaine CAN des moins de 20 ans. Mais La team, on vient d'écouter cette vidéo de l'ARTV et j'ai envie de dire que monsieur Marius Komoé a essayé de faire rattraper le tir. On sent que dans cette vidéo, il a voulu repréciser ses intentions en étant le plus clair possible. Il nous parle du cas du président Laurent Gbagbo et nous explique son soutien au fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas quelqu'un qui mérite aujourd'hui d'être exclu sur la liste électorale. Et il dit même qu'il est contre le procès qu'il y a eu contre Laurent Gbagbo, car selon lui, ce procès est un faux procès. Bon, nos plaintes ont donc été justifiées. Parce que grâce à nos plaintes, il a pu reprendre position. On ne demande pas à Marius Komoé de nous défendre. On lui demande d'être toujours honnête comme il est honnête aujourd'hui. Parce que quand il sort certains propos et dit que tout le monde n'a pas le droit d'être sur la liste électorale, ben nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, le combat qui est là, c'est pour qu'une élection soit organisée de manière inclusive. Et il doit être honnête en disant qu'en 2010, il y a des gens qui ont porté les armes pour que les élections soient inclusives. Il disait qu'aucun candidat ne devrait être exclu. Aujourd'hui, on ne peut donc pas accepter que M. Ouattara tente d'exclure qui que ce soit. Et quand on mène ce combat, quand on voit des chaînes de télé qui organisent les procès, où ils passent la parole à chacun de leurs chroniqueurs sur le plateau, et quand on constate quoi? On constate que chaque chroniqueur vient dire la même chose. Vous avez un Daouda qui dit ne sortez pas pour les hommes politiques, nanani, nanana. Vous avez tous ceux qui sont sur le plateau qui disent que la même chose. On a envie de se dire, même Marius Komoé qui nous restait sur ce plateau, bah, il a changé de bord politique. Mais dans cette vidéo, il a précisé les termes. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Et moi, je suis satisfait. Revenons sur ce que dit Daouda. Bah, moi, personnellement, je suis du même avis que Daouda sur ce point. Dans un pays, on ne cherche pas un enseignant. On ne cherche pas un chef de classe. On cherche un président de la République. Mais si Tidjane Thiam le fait, c'est parce que les autres l'ont fait avant. Ouattara est venu comment en Côte d'Ivoire? C'est ce que Daouda ne dit pas. Ouattara est venu en disant qu'il était le docteur du FMI, celui qui a sauvé les économies même vietnamiennes. Il a été au Japon, en Suisse, partout. Il est venu avec un CV. Comme si on lui avait dit que ce CV pouvait changer des vies en Côte d'Ivoire. Et c'est avec ce CV qu'il est venu faire du paflotage, du vrai deuil. Il a menti et il a eu la place de président. Maintenant qu'il est président, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, pour parler à Tidjane Thiam qui ne doit pas faire ça, dites d'abord que c'est avec ça que Ouattara est arrivé au pouvoir. Il faut qu'on soit précis. Parce que quand vous avez fini de dire ça et vous dites qu'il est narcissique, alors dites que Ouattara aussi était narcissique. Voilà pourquoi les Ivoiriens ne l'ont jamais aimé et qu'il n'a vraiment jamais gagné une élection, qu'il a pris de force avec l'air de l'Occident.
n'attaque simplement pas Tidjane Thiam. Il prend un exemple sur celui qui est au pouvoir et il pense que c'est la meilleure stratégie. Parce qu'une personne l'a déjà fait, il est au pouvoir aujourd'hui, bah pourquoi pas lui? Donc remontez d'abord à la genèse. Expliquer que ça a déjà été fait, voilà pourquoi c'est refait.